Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, une émission sportive dédiée au football africain, maghrébin et international. Mon équipe et moi-même sommes très heureux de rejoindre la chaîne RTV pour cette nouvelle aventure et pour vous faire partager notre passion du football. Aujourd'hui, je serai avec deux chroniqueurs. On va faire un petit tour de table rapide en commençant par Raïd. Bonjour. Bonjour Anis, bonjour Tarek, bonjour à tous les auditeurs de RTV, ravi d'être présent avec vous aujourd'hui. De même. Et Tarek qui est chroniqueur, également agent de footballeur professionnel. Ravi de vous retrouver sur les nouveaux locaux. Je remercie de la chaîne RTV pour leur confiance. Exactement. Donc aujourd'hui au menu les amis, on a deux sujets, les compétitions africaines, la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. Et nous allons également parler de l'affaire Mané, joueur sénégalais qui joue au Bayern Munich. La Ligue des Champions, donc on a commencé, les choses sérieuses ont commencé, Raïd, avec ce Wydad Casablanca qui s'est déplacé tenant du titre sur le terrain de la Tanzanie face au Simba. Défaite 1-0, une surprise. Surprise oui et non, compte tenu des difficultés au niveau météorologique. Beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité à Dar el Salam. Le Wydad qui s'est fait piéger par un but vraiment au cours du jeu. On n'a pas, suite à une erreur défensive, beaucoup de manque de concentration du côté des Wydadis, qui auraient pu prendre un deuxième but en deuxième mi-temps. Malgré tout, je pense que ça reste un bon résultat pour le Wydad quand on sait qu'à Casablanca, ça marque beaucoup de buts pour les champions d'Afrique. Beaucoup de nervosité, on a pu le voir de la part des joueurs, notamment en deuxième mi-temps avec une altercation entre l'arrière droit algérien Benayad et Boura. Benayad qui joue à l'Étoile sportive du Sahel. Exactement. Une petite altercation entre les deux joueurs, beaucoup d'agacement. Ils se sont fait piéger durant ce match. Simba en a profité. Ce week-end, le match retour. Alors, un match retour qui va se jouer à Casablanca devant les supporters Wydadi. Tarek, le Wydad s'est mis en danger, mais peut toujours renverser la vapeur. Bien sûr, ils ont perdu à l'extérieur. Moi qui connais bien la Tanzanie, c'est un public très chaud. Jouer à Simba, à Dar el Salam, que ce soit contre Simba ou Young African, la deuxième équipe de Tanzanie, c'est très très compliqué. Maintenant, ils font un retour à domicile, donc tout est possible. Après, comme je l'avais dit dans les précédentes émissions, Simba, je pense que c'est une équipe à regarder de très près pour les prochaines années. D'ailleurs, il participe à la Super League, au Super 8. Et il ne faut pas oublier aussi un des investisseurs et président de ce club-là, est la 13e fortune d'Afrique. Donc il a des ambitions hors normes pour ce club tanzanien. Alors Simba qui est le représentant en Ligue des Champions, on a aussi une équipe en Coupe de la CAF qui est le Young African. Ils sont vraiment, le football tanzanien depuis quelques années se développe. Oui, on les voit de plus en plus. Surtout Young African qui a investi beaucoup plus cette saison, ça m'a un petit peu surpris, qui a investi beaucoup plus que Simba cette année. Qui me semble sont champions de Tanzanie. Exactement, parce que l'équipe de Simba a été diminuée avec certains transferts. Notamment, on en a eu un il y a 2 ans à El Ali, un international du Mozambique. Mais il faudra faire attention à ces deux équipes. Moi, je vous le dis, la Tanzanie, on entendra parler d'elle, en tout cas de ces deux clubs d'ici 2 ou 3 ans. Un léger avantage donc pour l'équipe de Simba, un retour qui va se jouer à Casablanca, Raïd, devant tous les supporters. Est-ce qu'aujourd'hui, le Wydad peut renverser la vapeur? Oui, je pense, voilà, je me mouille un peu, je pense que le Wydad quand même va pouvoir se qualifier quand on sait que le Simba a aussi joué dans les phases de poule avec le Raja. Ils en ont pris 3 à la maison, je crois qu'ils en ont pris aussi 3 à Casablanca. À mon avis, je pense que là, ils ont profité des conditions très compliquées au niveau météorologique. Je pense que le Wydad fera le boulot. Alors, est-ce que de dire que le Wydad sera grand favori de cette compétition, on va y revenir compte tenu des autres matchs. Je pense que le Wydad aujourd'hui est plus outsider maintenant que favori. Tarek, le Wydad qui a connu des moments assez difficiles, surtout cette saison, avec un changement d'entraîneur. On se rappelle que Mehdi Nafti, l'entraîneur tunisien, avait pris l'équipe. Il n'a pas fait long feu, justement, la Coupe du Monde des clubs et grosse désillusion. Donc, non, le Wydad, ça reste toujours le tenant du titre et ça reste toujours un des cadors du continent. Maintenant, Raïd l'a bien rappelé, les conditions météorologiques. On n'est pas loin de la fin de la saison des pluies en Tanzanie, ce qui fait qu'il y a une humidité hors norme. Et on sait que les clubs maghrébins, en général, quand il y a des fortes chaleurs ou une humidité hors norme, c'est très compliqué de se déplacer à l'extérieur et surtout à Simba quand tu as 60 000 supporters qui t'attendent. Mais au retour, je pense qu'ils feront le job et se qualifieront pour
pour la phase suivante. Puis à noter aussi qu'il manquait quand même leur numéro 9, le Wydad, le Sénégalais Sambou, qui est plusieurs matchs a été décisif cette saison. Donc il était suspendu, il me semble. Donc je pense qu'il sera présent le week-end prochain. Et à mon avis, ça sera un gros apport pour les Kazaouis. Bon, on n'en doute pas, le Wydad qui jouera bien évidemment devant son public et qui pourra faire normalement le travail. Le soir même, on avait un derby. La JS Kabylie qui recevait donc l'Espérance sportive de Tunis. L'Espérance, Tarek, qui service minimum, 1-0, de très bon augure avant le match retour à Tunis. C'est ça, service minimum contre deux équipes, on va dire, il faut dire les choses comme elles sont, en difficulté. Oui. Bon, même si la difficulté, elle est beaucoup plus grande aujourd'hui à la JSK, qui est relégable aujourd'hui, avant-dernier du championnat algérien, qui traverse une crise sans précédent. Alors rappelons que la JSK, effectivement, sont avant-dernier du championnat. C'est ça. Ce serait une première descente. C'était vraiment un second souffle pour eux, cette Ligue des Champions, la JSK. Complètement, comme ça l'a été l'année dernière ou il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, quand ils sont arrivés en finale de Coupe de la CAF contre Berkane, contre Raja ou Berkane. Et si tu veux, ils étaient aussi mal en championnat, mais là aussi mal au point. Il faut savoir que la JSK n'a jamais connu la 2e division. Ce serait catastrophique pour ce club, le club le plus titré d'Algérie. Rappelons qu'ils ont des problèmes financiers, la JSK, c'est bien ça. Des gros problèmes financiers, mais c'est pour ça que je compare l'Espérance à la JSK, même s'il faut garder des proportions gardées. L'Espérance de Tunis aussi connaît des problèmes financiers, mais c'est un peu à l'image du pays. Et la JSK aussi, mais voilà, le service minimum pour l'Espérance de Tunis, ça prouve que même dans la difficulté, ça reste une grande équipe. Et puis, on attend le match retour, la manche retour pour passer à l'étape suivante. Maintenant, de rêver d'un sacre, je pense pas. C'est encore un peu trop juste. Raïd, donc 1-0, but de Ben Hamouda, joueur de l'Espérance sportive de Tunis, qui était très décrié ces derniers temps par les supporters et la direction. Un but qui ressemble beaucoup à la victoire face à El Merir, le but donc sur une touche rapide des joueurs de l'Espérance. Exactement, après c'est tout à leur honneur, cette équipe de l'Espérance. Le haut niveau, c'est aussi la concentration. Un manque de concentration, on peut le voir, ça paye cash. La JSK a manqué de concentration sur une touche. Ils ont pris le but. Après, je voulais revenir à ce qu'a dit Tarek, où effectivement la JSK elle est relégable, mais attention, il leur manque 2 matchs. Effectivement, ils ont 2 matchs de retard, qui pourraient revenir éventuellement dans la course. D'un point de vue financier, on le rappelle, ils ont un nouveau stade qui est en attente, qui normalement sera ouvert à partir du mois de mai. Alors, rappelons à nos auditeurs que la JSK a joué au stade du 5 juillet et non pas dans leur stade habituel. Exactement. Donc effectivement, ça reste aussi un petit désavantage quand même pour la JSK, il faut quand même le souligner. Aujourd'hui, ça serait une catastrophe de voir la JSK tomber en Ligue 2, alors qu'ils ont un nouveau stade et que justement, ce nouveau stade va permettre justement d'engranger d'un point de vue financier énormément d'argent. Ils ont aussi 6 joueurs qui sont en attente. Ils ont un recrutement de 6 joueurs qui visiblement sont encore en attente pour je ne sais quelle raison. Pour des histoires financières, parce que sur la Ligue algérienne, si tu veux, si tu règles pas, si tu as des instances à la CRL, donc à la Commission des règlements des litiges, si tu as des instances de paiement, c'est-à-dire des paiements en retard, et que les joueurs ont porté plainte, ça bloque ton recrutement. On l'a vu notamment en Tunisie, au club africain, où il y a eu une interdiction de recrutement, exactement, je crois, sur 1 ou 2 périodes. Mais pour rebondir sur ce que disait Raïd, et pour terminer sur ce match-là, c'est vrai que la JSK, enfin, on attend ce stade depuis 13 ou 14 ans. On attendait toujours que ça se termine, mais ça se terminait jamais. Le chantier s'arrêtait. Et là, malheureusement, aujourd'hui, ils sont en relégable, sachant qu'effectivement, il y a 2 matchs en retard, mais il faut savoir que le premier non relégable, c'est le club du Paradou. Et je vois mal le Paradou descendre avec la politique qu'ils ont justement de visibilité de leurs joueurs en première division. Deux distinctions, voilà, il y a 2 distinctions entre le championnat et la Ligue des Champions. Cette équipe du GSK Raïd a gagné tous ses matchs en Ligue des Champions à domicile. Ils ont notamment battu le Wydad Casablanca, tenant du titre. Ils comptaient énormément sur cette compétition africaine pour avoir un second souffle et essayer d'avancer. Effectivement, la GSK était très à l'aise à Alger durant cette Champions League. Et puis aussi, je fais le parallèle justement parce qu'on a quand même une équipe d'Espérance qui est quand même assez critiquée en Tunisie. Il faut quand même savoir que l'Espérance s'est imposée quand même face à la JSK. C'était pas facile d'aller gagner là-bas. Certes, il y a beaucoup de manquements au niveau offensif. Le coach Mahloul est quand même assez critiqué. Il n'y a pas de numéro 9 à l'Espérance, concrètement. Mahloul, en parlant du coach Mahloul, à la fin du match, il a bien dit que l'objectif premier de l'Espérance sportive de Tunis, c'était la Ligue des Champions. Qu'est-ce que t'en penses, Tarek ? Il est un peu ambitieux. Après, pour un grand entraîneur comme ça, c'est normal, avec un pédigré, une expérience aussi grande.
Après, soyons honnêtes, hein, vu l'effectif, je ne pense pas. Il manque un numéro 9, comme disait Raïd. Donc sans numéro 9, je ne vois pas comment tu peux gagner la Ligue des Champions aujourd'hui. Maintenant, d'arriver à ce stade-là, si tu arrives en demi-finale, je pense que l'objectif il est accompli avec un championnat en cette fin de saison. Ouais, puis honnêtement, surtout en Afrique, quand on regarde bien tous les champions d'Afrique, quand on regarde l'équipe, il y a toujours un très bon neuf. Il y a toujours un neuf qui fait la différence. Aujourd'hui, l'Espérance ne l'a pas. Ben Hamouda, il est inexpérimenté. Il est parti de prêt en prêt. Ben Ayed, l'international algérien, n'a pas donné satisfaction. Il joue pas forcément à son poste. On voit le Marocain Bougrine aussi, qui joue sur l'aile droite. À défaut de voir un Badri qui est toujours en difficulté au niveau de ses blessures depuis 2 ans maintenant. Donc effectivement, Maaloul, comme l'a dit Tarek, c'est un grand entraîneur, donc il peut que venir en conférence de presse et dire haut et fort que les ambitions, c'est la 5e étoile. Alors rappelons que Maaloul a remporté la Ligue des Champions avec l'Espérance sportive de Tunis, c'était en 2011, face au Wydad Casablanca. Et surtout, il est obligé de sa position. Il peut pas signaler aux supporters que non, on joue pas la Ligue des Champions. Parce que déjà, comme disait Raïd, et comme tu le disais aussi également à Nice, le club, il est un peu décrié en ce moment, les supporters sont fâchés. Et aujourd'hui, pour leur donner un peu une lueur d'espoir, il est obligé de dire qu'on vise la finale, en tout cas le sacre en Ligue des Champions. Parce que pour les supporters, gagner le championnat, c'est une chose. C'est pas encore fini. L'Espérance sportive de Tunis qui reçoit ce mardi l'Étoile sportive du Sahel pour un derby qui va se jouer à Rades. Ils ont encore leur chance en championnat. Ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe de Tunisie. Et là, ils sont en demi-finale. Enfin, ils sont en demi-finale, pas encore, mais c'est bien parti pour être en demi-finale de la Champions League. Pour l'instant, tout roule. Oui, mais le problème, c'est que il y a un manque de profondeur au niveau de l'effectif de l'Espérance. Aujourd'hui, concrètement, si on voit un Bougrine qui joue à droite alors que de base c'est un ailier gauche plus meneur de jeu et que Maaloul, il n'a pas le choix que de le jouer à droite, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'effectif. Maaloul qui incorpore énormément de joueurs qui sont issus du centre de formation, qui n'ont pas du tout d'expérience. On l'avait vu avec l'arrière droit Bouchniba qui avait fait une énorme erreur face à Almeria. Bon, ça n'a pas eu d'incidence au final, l'Espérance a fini première. Mais quand on va passer le palier des demi-finales face sûrement à Ali, on va en revenir juste après. Je pense que là, ça va bloquer du côté de l'Espérance. J'espère me tromper. Ça va montrer des limites, effectivement. Il y a quand même un Maaloul qui est quand même très expérimenté au niveau africain et ça peut faire quand même la différence pour le club tunisois. Et pour conclure, juste à Nice, si tu me permets, ça montre aussi la JSK. Moi, je l'observe depuis des années. C'est que malgré qu'en championnat, elle est en difficulté, même quand elle est en difficulté, en championnat, ça reste un grand d'Afrique. Ils sont toujours là. L'Espérance ? Non, je parle de la JSK. De la JSK. JSK, ils étaient très mal aussi il y a 2 ans. Ils sont arrivés en finale de Coupe de la CAF avec un effectif vraiment amoindri par rapport à la saison suivante. Et là, on le voit, ils sont relégables et ils jouent le quart de finale contre l'Espérance de Tunis, perdent 1-0. Voilà, dans cette difficulté-là, c'est pas. Ça reste honorable. Ça reste très honorable et il y a une manche retour. Et puis revenons au match. C'est vrai que la JSK a eu des occasions pour marquer. Clairement, la JSK a quand même, allez, on va dire en deuxième mi-temps, quand même dominé les débats. Je pense qu'ils ne déméritaient pas quand même. Ils auraient pu, on va dire, au moins avoir le match nul dans ce match, parce que concrètement, l'Espérance n'a pas forcément eu beaucoup d'occasions. Là, ils ont profité justement de ce manque de concentration à l'expérience, on va dire. Ils ont pu s'imposer à Alger. Maintenant, comme l'a dit Tarek, rien n'est fini. On le sait que l'année dernière, l'Espérance s'est fait piéger par Sétif en quart de finale, alors que l'Espérance était quand même bien plus favori que cette équipe-là. Donc je pense que là, Maaloul, quand même, va profiter de son expérience, justement, pour expliquer aux joueurs que rien n'est fait. Alors, mention spéciale, et on termine avec ce match, au public espérantiste qui s'est déplacé encore une fois, très nombreux au stade 5 juillet. Ceux de la JSK aussi, qu'il faut le rappeler encore une fois, ils ne jouent pas à la maison. Donc ça joue à Alger et malgré tout, ils sont C'était une très belle ambiance en tout cas, c'était vraiment une très belle ambiance. Il y a beaucoup de Kabyles à Alger, justement. Les supporters sont nombreux, la JSK, même dans toute l'Algérie. C'était une très belle ambiance. On va passer au match suivant. Écoutez, le CRB Belouizdad, champion d'Algérie en titre, qui recevait l'équipe de Mamelodi, l'équipe sud-africaine, et 4-1, Tarek. 4-1, c'est pas surprenant. 4-1 pour l'équipe de Mamelodi. C'est pas surprenant. Après, si je dois faire un comparatif entre le CRB, donc Belouizdad et la JSK, c'est 2 planètes différentes. Belouizdad, c'est vraiment une équipe, je crois que c'est l'équipe la plus pro
de Ligue 1 algérienne, qui domine le championnat depuis un moment, qui est carré dans les paiements, la structure est bonne. C'est vraiment un club qu'on peut comparer à l'Espérance. Entraîné par le Tunisien Nabil Kouki. Nabil Kouki, voilà, qui a une forte expérience, qui est passé aussi à Sétif avant en Algérie. Et de l'autre côté, tu as Mamelodi Sundowns, aussi qui est très pro. C'est un club qui a rien à envier à un club européen. Qui compte beaucoup de Brésiliens parmi son équipe. Ils ont une culture comme ça, il y a une connexion avec le Brésil, où ils recrutent quelques joueurs brésiliens, et le résultat m'étonne pas du tout. Voilà, l'Afrique du Sud, c'est quand même un championnat pro, qui a des structures, qui a des stades, et le fait de gagner 4-1, ça m'étonne pas du tout. Moi, je vois bien Mamelodi Sundowns en finale, voire gagner cette Ligue des Champions. Mamelodi Sundowns, Raïd, ils étaient dans le groupe de El Ali. Ils avaient battu El Ali à domicile 5 buts à 0. Exactement. Donc, c'est pas une... 5 buts à 2, autant pour moi. Ils avaient déjà battu El Ali 5-0 il y a quelques années, effectivement. 2019, je crois. Alors, ils sont adeptes de tarifs, hein, Mamelodi Sundowns. Il faut le rappeler aussi, ils avaient battu le CRB il y a 2 ans, 5 buts à 1. Oui. Donc, alors, c'était à domicile, mais c'était en Tanzanie. C'est à l'époque du Covid, etc. Ils avaient mis déjà 5 buts à 1 au CRB. Donc, Mamelodi Sundowns, c'est vraiment une équipe qui met des tarifs. Alors, faut pas oublier aussi, ils étaient champions d'Afrique en 2016. Oui. C'était pareil, ils avaient mis un tarif aux Zamalek en finale. C'est vraiment une équipe qui joue. Alors, c'est un peu à l'image de l'Air, c'est-à-dire que eux, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, la tactique, c'est de jouer. Merci, on va dire, à Pitsou Motsemani, hein, c'est lui qui a fait monter cette équipe-là. Complètement. Aujourd'hui, c'est son assistant, son ancien assistant, qui est Mokoena, qui a les rênes de l'équipe, qui a 36 ans. C'est un entraîneur qui est très jeune. À l'image, à l'époque, je fais le parallèle parce que c'est vraiment très similaire. À l'époque, il y avait l'Espérance, il y avait Moïne Charbani, qui était très jeune. C'était l'assistant de Menzarti, ensuite de Ben Yahya. On lui a donné les rênes. Aujourd'hui, voilà, Mokoena, on lui fait confiance dans ce club. Honnêtement, de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est clairement les favoris. Pour le moment, c'est clairement les favoris de cette compétition. Ils ont tout, ils ont vraiment, tactiquement, c'est très fort, des joueurs très rapides. On s'attendait pas quand même à une victoire 4 buts à 1 contre Belouizdad. On s'attendait plus à un match plus sérieux du côté de Belouizdad, parce que voilà, ils étaient à domicile, il y avait moyen peut-être d'avoir un résultat un peu plus positif, parce que le retour va se jouer en Afrique du Sud. C'est vrai, mais après, quand tu regardes ce résultat aussi, ça montre un petit peu la physionomie de l'équipe de Belouizdad. Je sais qu'en Algérie, ils se plaignent beaucoup de la ligne d'attaque. Et justement, j'ai eu Echo qui recherchait un attaquant pour cet été. Donc ça prouve, on le voit au score. Bon, certes, ils ont pris 4 buts, donc la défense ne doit pas être super bonne. Mais en attaque, voilà, mettre un but contre Mamelodi Sundowns, c'est qu'il y a une déficience et qu'il n'y a pas un buteur, un tueur devant dans cette équipe. Oui, après, je dirais c'est très paradoxal. En Afrique du Sud, on a de très bons terrains. Donc, comme l'a dit il a dit une chose très intéressante, notre confrère Hicham Chawali de BeIN, il disait, mais le Serbie n'aurait pas dû jouer dans ce nouveau stade de Nelson Mandela, mais peut-être plutôt au 5 juillet, là où le terrain est plutôt très compliqué à jouer. Mélodie, quand tu leur donnes un terrain de très bonne qualité, ils vont développer leur jeu. Comme l'Ali ou l'Espérance, c'est des clubs où voilà, ils ont envie de jouer dans des bons terrains. Aujourd'hui, le CRB, ça reste quand même pour moi un échec, parce que ça fait 3 années qu'ils sont en quart de finale, qu'ils bloquent. Ils l'ont été en 2023, 2022, 2021. Ils n'arrivent pas à passer ce palier parce que le CRB, ça fait maintenant quelques années qu'ils sont champions d'Algérie. Ils ont quand même maintenant de grandes ambitions. Ça fait 3 années de suite qu'ils n'arrivent pas à passer ce cap des quarts de finale. Donc, il va falloir trouver de nouvelles solutions. Je pense, ils ne sont pas tombés contre les plus faciles non plus. Hein. On a quand même une équipe de Mamelodi qui est, on va dire aujourd'hui, un des favoris. Pour aller loin, il faut aller gagner tout le monde. À un moment donné, c'est la Ligue des Champions, donc tu réunis tous les champions et il faut battre tout le monde si tu veux gagner. Mais après, pour conclure sur ce match, je rejoins Raïd. C'est vrai que c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Ils ont une physionomie vraiment très bonne là-dessus. Et aussi, je tiens à souligner un grand bravo à eux parce qu'ils font vraiment confiance à leurs techniciens sud-africains, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays. Voilà, ils savent que en Afrique du Sud, il y a des techniciens. Je prends l'exemple de Benedict McCarthy qui avait ramené son équipe en Ligue des Champions aussi, d'Amazulu, etc. Donc, ils font de plus en plus confiance en leur main d'œuvre, on va dire, si je puis dire, un peu grossièrement. Et puis le football sud-africain, s'en sort très bien parce que ils ont une équipe qui est en quart de finale de Champions League, une équipe qui est en quart de finale de Coupe de la CAF. C'est un championnat qui se développe. Et puis moi aussi, j'étais très surpris parce qu'effectivement, sur les réseaux, sur Twitter, etc., on avait l'impression qu'on découvrait aujourd'hui cette équipe de Sundowns. Mais depuis 2016, Sundowns, ils jouent les premiers rôles dans cette compétition. Ils sont là pour bien gagner. Avant, ça a toujours été le gros club de l'Afrique du Sud. La Mamelodi Sundowns, ils font partie
Si tu regardes le classement des meilleurs clubs africains en siècle, ils sont dans les 10 premiers. Ils ont de l'expérience dans les compétitions africaines. Ils sont toujours en quart de finale depuis 2016, si je dis pas de bêtises. Sundown, ils sont toujours là. Parce que derrière, c'est très professionnel. Il ne faut pas oublier une petite piqûre de rappel que c'est le club du président de la CAF actuel, Patrice Motsepe, le milliardaire sud-africain. Donc c'est un club déjà qui est très très bien géré et qui a des bonnes bases financières. Entendu. Vous voyez quand même un retournement de situation de l'équipe de Belouizdad à l'extérieur? Essayer de sauver l'honneur, je pense, parce que là quand même un 4-1 à la maison, ça fait quand même mal en Champions League. C'est très très rare de voir en Champions League africaine prendre 4 buts à la maison, quand on sait que voilà, ça a une importance énorme, les supporters. Maintenant, je serais plus intéressé, maintenant on va plus se projeter aux demi-finales pour Sundown, parce qu'à mon avis, ça sera sûrement le Wydad. Et là, à mon avis, on aura une confrontation assez intéressante. Très bien. Bon, bah écoutez, on va passer au match suivant. Le match suivant, c'était ce derby, peut-être le plus beau match de ces quarts de finale, le choc entre le El Ahly, équipe, on va dire le Real Madrid d'Afrique, hein, et le Raja Casablanca. Victoire 2-0 de El Ahly, Raïd. On en avait parlé dans nos différentes émissions que le Raja avait été tombé sur une poule qui était assez simple, assez abordable, on va dire, avec des équipes comme Simba, Oroya. C'était quand même assez abordable pour les hommes de Manderke Bayer. On savait qu'il fallait un quart de finale pour jauger justement cette équipe du Raja. Malheureusement, on l'a vu quand même, ça reste quand même un ton en dessous des grandes écuries. Ils ont pêché physiquement le Raja en deuxième mi-temps, on l'a clairement vu. Au premier mi-temps, ils auraient pu marquer, notamment face à un face-à-face de l'Algérien Bozok face à El Shenaoui. Mais voilà, l'Ali, un très très grand gardien en Afrique qui s'appelle El Shenaoui, qui a fait un arrêt décisif. Qui a fait 2 arrêts décisifs, il y avait toujours 0-0 entre les deux équipes et il a vraiment sorti 2 parades. Une sur un coup franc et un face-à-face gagné, ce qui a peut-être changé la physionomie du match, Tarek. Oui, après ça prouve, si tu veux, moi je crois pas au hasard dans le football. Certes, il y a un peu ce facteur chance, mais El Ahly, quoi qu'on dise, qu'ils soient mal ou qu'ils soient pas mal, ils sont toujours là. Ils sont toujours présents à un haut stade de la compétition. Ça a été compliqué pour eux pendant les phases de poule. On a vu, si je me trompe pas, ils ont perdu contre El Hilal en Durman du Soudan. Ils n'ont pas maîtrisé à 100% ce groupe-là. Malgré ça, ils sont sortis par la petite porte et ils sont toujours là. Et comme on le disait dans nos différentes émissions, ils peuvent rêver toujours du sacre parce qu'ils ont cette expérience-là. Ils ont des joueurs très expérimentés autant sur le plan continental et international. Donc El Ahly, ça reste encore, je vais pas dire un outsider, mais vraiment un prétendant au titre. Alors c'est peut-être clairement le favori avec ma mélodie, Raïd El Ahly. Oui, bah, comme d'habitude, de toute manière, l'Ali, on les mettra toujours favoris dans cette compétition, ils en ont 10. Voilà, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéressait, c'était de vraiment pouvoir 10 Ligues des Champions pour El Ahly. Exactement, c'était vraiment pouvoir jauger cette équipe du Raja, parce qu'effectivement, ils ont fait que de gagner tous leurs matchs, ils ont mis énormément de buts. On avait quand même des doutes sur leur niveau. Ils sont en difficulté aussi dans le championnat marocain. Manderke Bayer, il ne peut pas non plus faire des miracles. Il y a quand même un effectif qui est de bonne qualité, mais pour aller très très loin en Ligue des Champions, ça ne va pas suffire. Voilà, El Ahly qui a des grosses pointures, hein, avec Shahat à gauche, Persitao l'Africain, Karaba en pointe. C'est ce qui se fait mieux aujourd'hui en Afrique. Soleil, vous avez Abdelmonaïm qui a marqué dans les arrêts de jeu, qui est pour moi le futur capitaine, on va dire, de l'équipe nationale d'Égypte, qui a 22 ou 23 ans. Voilà, c'est une équipe qu'on va sûrement revoir en demi-finale. Rien n'est fait. On sait qu'à Casa, le contexte de ce match, El Ahly qui a joué devant ses supporters. Ça faisait très longtemps qu'ils n'ont pas joué devant un stade plein. Ça a effectivement joué en leur faveur parce qu'au début, le Raja Casablanca a très bien commencé. Hein. Ça n'a rien à voir. On sait l'importance des supporters en Afrique. Quand on joue à huis clos, on l'a vu l'année dernière, l'Espérance s'est fait piéger avec un match à huis clos face à Sétif. Ils se sont fait éliminer. Je pense qu'avec les supporters, il y aurait eu la qualification. Là, l'Ali qui a joué devant ses supporters, c'est pas la même équipe. Le Raja, on sait l'ambiance qu'il y a à Casablanca. On sait aussi que le Raja n'a pas encore dit son dernier mot. Malgré tout, je pense quand même que El Ahly est quand même un ton supérieur. On ne sait pas ce qui peut se passer dans des matchs. El Ahly qui a connu aussi quelques difficultés, Tarek, avec notamment un changement d'entraîneur qui s'est fait récemment. Ils ont eu beaucoup de mal à sortir de leur phase de groupe. Ça s'est joué à la dernière journée. Et puis ils se sont qualifiés. Et là, on a l'impression d'avoir une nouvelle équipe. C'est pour ça que je disais précédemment que El Ahly, ça reste une grande équipe avec une grande expérience.
comme tu le disais, changement d'entraîneur, des difficultés, mais ils peuvent rêver du sacre encore une fois, parce que ça reste une grande équipe, en plus de leur public, ils ont des très belles installations, donc c'est un club professionnel, et surtout, je tiens à souligner, même si ça fait quand même un moment, des recrutements quand même qui sont assez bons en général, c'est des recrutements très travaillé, et notamment celui de Percy Tau, parce qu'il faut aller le chercher. Le mec, il faut le chercher à Brighton. Hein. Il était en championnat anglais, il est passé par la Belgique, par l'Angleterre. Il faut quand même avoir des arguments quand même des conséquents, arguments surtout financiers. Financiers, et ça prouve aussi un peu l'état de santé du club. Il faut savoir quand même qu'ils ont été patients avec Percy Tau. Il a eu du mal à s'intégrer. Au départ, on le mettait en numéro 9, ça marchait pas. Là, il a vraiment trouvé son poste qui est lié droit. Aujourd'hui, il s'éclate, on va dire. Mais c'était une erreur un peu d'El Ali, justement, de le tester numéro 9, parce que Percy Tau, à Mamelodi Sundowns, il a toujours été ailier. Donc c'était un ailier gaucher qui joue à droite et qui rentre. Un joueur qui n'a pas eu du mal à s'intégrer dans cette équipe de El Ali, hein, qui est là depuis des années, c'est l'international tunisien Ali Maloul, qui est encore à l'origine du premier but, hein, un superbe centre. C'est un joueur vraiment qui est bien installé en Égypte, Raïd. Oui, aujourd'hui, voilà, il a forcé quand même le respect en Égypte, et c'est pas évident pour un étranger quand on vient jouer dans le championnat égyptien. Aujourd'hui, Ali Maloul, voilà, ça fait 7-8 ans c'est ce qui se fait de mieux, on va dire, en arrière-gauche en Afrique. Enfin, c'est mon avis. Voilà, toujours décisive, hein, une passe décisive dans les arrêts de jeu pour Abdelmonaïm. Voilà, c'est un joueur qui... je suis un petit peu frustré, qui aurait peut-être dû rester, peut-être dû aller en Europe. Mais alors s'il voulait rester en Afrique, peut-être aller du côté de l'Espérance, ça aurait fait du bien, je pense. Après, quand on joue à El Ali, je pense que l'Europe, on n'y pense pas beaucoup, Tarek. Hein. Financièrement, ça reste... Financièrement parlant, oui, c'est un peu compliqué. Après, on connaît toujours la cote des joueurs maghrébins en Europe. Elle est pas surestimée, elle est plutôt sous-estimée. Donc, est-ce qu'aller jouer en Série B en Italie et jouer à El Ali les hauts de tableau? Voilà, et l'argument financier en plus, donc moi je me mets à sa place, hein, c'est sûr que c'est très convaincant de jouer à El Ali. Hein, donc, Très bien, en rappelant à nos auditeurs comment ça va se passer, donc les demi-finales, on va avoir El Ali qui va rencontrer le vainqueur de l'Espérance contre la JSK. D'accord. C'est pas fait pour l'Ali. Hein. Ouais. C'est pas encore fait pour El Ali, mais c'est bien parti. Quoi qu'il arrive, ça va être un gros match, que ce soit le Raja, El Ali, l'Espérance ou JSK. C'est vrai que le retour à Casablanca avec la ferveur des supporters marocains, ils peuvent vraiment... Tout peut se passer dans le football, hein, vraiment, surtout voilà, au Maroc, ça pousse. Maintenant, il faut savoir que il y a des favoris, il y a des clubs qui ont déjà mis un pied en demi-finale. Il y a le Wydad, il y a Sundowns, il y a l'Espérance, il y a Al Ahly. Il faut savoir que c'est les 4 derniers champions d'Afrique depuis 2016. Donc c'est une première en Afrique. Là, on aura vraiment des demi-finales. On n'a jamais vu ça en fait dans Championship africaine. On a les 4 derniers champions d'Afrique. Donc vraiment, c'est les 4 équipes qui, depuis la dernière décennie, voire 15 ans, c'est ce qui se fait de mieux en Afrique. Donc si jamais ces clubs-là se qualifieront, ça sera vraiment du très très grand niveau dans cette compétition. De l'autre côté du tableau, on a Mamelodi, donc là qui est très bien parti également pour se qualifier en demi-finale et qui pourra jouer contre le vainqueur du Wydad qui recevra Simba après sa défaite 1-0 à l'extérieur. Donc ça peut nous faire un Wydad Mamelodi en demi-finale, et puis de l'autre côté, ou un Simba, El Ali, Raja, VS Espérance de Tunis ou JSK. Ou un Mamelodi, Simba éventuellement aussi également. Je pense que Mamelodi a plus, on va dire, de chances de rencontrer Wydad, parce que je pense qu'au retour, ils feront le boulot, le job, mais je pense qu'ils ont plus intérêt à rencontrer Simba. Le Mamelodi ? Oui, pour pouvoir passer un palier au-dessus, parce que c'est sûr que contre le Wydad, ça va être un sacré match. Hein. C'est les tenants du titre. Hein. Les tenants du titre qui joueront. En tout cas, c'est bien parti. On va avoir en tout cas des très belles demi-finales. Une finale pour tourner cette page Champions League qui se jouera en aller-retour, c'est ça ? C'est ça, on reprend les allers-retours. On reprend l'ancien format. Bon, moi, personnellement, je suis contre. Hein. Je suis contre l'aller-retour. Je vois pas pourquoi toutes les finales du monde se font en un match coup près. Et là, toujours un match aller-retour, voilà, ce qui peut amener des suspicions d'arbitrage, de plein de choses. On l'a vu il y a quelques années entre Wydad et l'Espérance de Tunis. Si on l'avait fait en un match, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette histoire-là. Mais bon, sûrement pour des problèmes logistiques et financiers qui font qu'aujourd'hui, jouer un seul match... Je pense que c'est surtout pour des droits TV, parce que tu peux organiser une finale dans un stade neutre. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs pays qui peuvent accueillir une finale aujourd'hui. Bien sûr. Maintenant, je pense que c'est pour des questions de droits audiovisuels, et donc ça rapporte
au double d'argent pour la CAF et pour les clubs qui arrivent en finale. Exactement. On va tourner cette page Champions League, on va passer à la Coupe de la CAF. Donc la Coupe de la CAF, il y avait des belles affiches. Il y avait des belles affiches. On avait notamment Raïd, l'US Monastir, qui recevait au stade de Radès l'équipe d'ASEC Abidjan. 0-0. Monastir qui marque le coup, hein, les joueurs sont complètement carbonisés, des matchs marathon entre, faut le souligner, il y a le championnat, il y a la Coupe arabe maintenant qui s'est présentée pour Monastir, il y a la Coupe de la CAF. Je pense que les joueurs là sont un petit peu diminués physiquement. L'ASEC qui revient quand même dans la cour des grands, ça fait plaisir de revoir ce grand club ivoirien jouer les premiers rôles en Afrique. C'est vrai qu'ils s'étaient un petit peu perdus de vue. Ils n'ont pas démérité la SEC. Ils pouvaient même battre Monastir à Tunis. C'était un match quand même qui était plutôt soporifique, pas grand chose à dire, pas beaucoup d'occasions. On a senti vraiment les joueurs de Monastir carbonisés. Quand on joue la Coupe de la CAF, la Coupe arabe, le championnat pendant le Ramadan, les joueurs, je pense que physiquement, ils n'arrivent plus trop à suivre. C'est dommage parce que le Monastir aujourd'hui, c'est clairement derrière l'Espérance de Tunis, l'équipe numéro 1 en Tunisie. Et on avait beaucoup d'espoir. Alors rien n'est fait encore. Effectivement, pour aller s'imposer à Abidjan, il va falloir un très grand match de cette équipe. Et rien n'est joué. 0-0, ça reste quand même un bon résultat. Ils n'ont pas pris de but à l'extérieur, parce qu'on sait qu'en Afrique, le but à l'extérieur compte toujours. À voir le match retour en espérant que Monastir puisse faire la différence. Il y avait aussi des absents, hein, le gardien international tunisien Béchir Ben Saïd qui n'était pas là. Tarek peut nous en parler aussi, le Oumarou qui était encore absent. Toujours blessé, pas remis à 100%. Les hommes de Darkonovic qui vont se déplacer à Abidjan pour rencontrer la SEC après un match nul donc à Tunis. Le match s'est joué à Tunis, Tarek. C'est-à-dire que normalement, il devait se jouer à Monastir. Ils ont un stade, mais qui n'est pas homologué. Qui n'est pas homologué. Moi, la dernière fois déjà que je suis allé à Monastir, déjà la pelouse elle était dans un mauvais état. Ils ont un terrain d'entraînement d'un ancien temps déjà. Je comprends pas comment un club comme Monastir qui est monté en puissance puisse pas investir sur une petite pelouse ou au pire sur un synthétique si on peut pas on va dire entretenir la pelouse. C'est normal qu'ils jouent à Tunis parce que leur stade est... Je parle pas du stade en général, le stade en général il reste correct, mais la pelouse elle est pourrie, donc à mon avis ça n'a pas été homologué par la CAF. Et un petit point sur la SEC d'Abidjan, heureux de les revoir à ce niveau-là, parce que la SEC d'Abidjan, faut pas oublier que c'était une académie à la base, envoyée par Jean-Marc Guillot et qui a formé des joueurs comme Baki Koné, Drogba, Kolo Touré, tout ça, Zokora, Domoro qui a fait la génération dorée de la Côte d'Ivoire, donc ça fait toujours plaisir de les voir. La SEC Abidjan qui revient en force, effectivement. Et puis je parlais de ce marathon de Monastir et aussi ses déplacements à Radès, parce qu'entre Monastir et Radès, il faut prendre le car, ça prend 2 heures, c'est fatigant pour les joueurs. Malheureusement, je pense que ça pénalise aussi un petit peu l'équipe. Après Raïd, je pense que Monastir, ça reste quand même une équipe professionnelle. Ils se déplacent la veille ou l'avant-veille, ils restent à Tunis, à l'hôtel, il y a un terrain d'entraînement qui est prêté. Je sais qu'à Radès, il y a un terrain annexe. On a l'impression sur la fatigue, je pense pas que 2 heures Monastir, Tunis. On a quand même l'impression, Tarek, que Monastir, c'est un peu à l'image de l'Espérance sportive de Tunis, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a un 11 et sur le banc, on n'a pas vraiment des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Après Monastir, je pense qu'ici, ils ont un désavantage comparé à l'Espérance de Tunis, c'est que déjà, ils n'ont pas le même pouvoir financier. Voilà, on sait que c'est Ahmed Belli, le président, qui a notamment l'hôtel Habib à Monastir, pour ceux qui nous regardent. Il n'a pas le même pouvoir financier que Hamdi Medeb, qui est la première fortune de Tunisie. Donc ça, il joue. Et donc pour attirer des joueurs, il y a un moment donné, c'est le financier. Si tu dois faire le choix entre Espérance de Tunis ou Monastir, déjà l'Espérance de Tunis nous ont un pédigré au niveau des compétitions, des titres, des sacres, qui sont déjà hors normes par rapport à Monastir. Monastir doit avoir un argument financier supérieur à celui de l'Espérance pour pouvoir attirer des joueurs. Donc, elle reste sur un plafond de verre et ça reste toujours des joueurs, on va dire, moyens supérieurs. En fait, elle investit sur des joueurs, notamment comme Youssouf Oumarou, qui est un peu sur la fin de carrière plutôt que sur le début de carrière, pour pouvoir essayer. On a eu aussi un attaquant qui est parti au Qatar. Voilà, elle essaye de miser sur des joueurs qu'elle peut revendre après. Elle est plutôt sur une politique, on va dire, d'achat-revente, politique business, que plutôt une politique de chercher des titres et de chercher à s'améliorer. On peut toujours y croire, Aïd, pour le match retour? Oui, bien sûr, compte tenu aussi des infrastructures maintenant en Côte d'Ivoire, parce qu'on sait qu'ils font la CAN l'année prochaine, donc il y aura peut-être un bon terrain pour ce match retour.
Et oui, bien entendu, oui, je pense que Monastir... Rien n'est joué en tout cas. Rien n'est joué, il y a eu 0-0, c'est une équipe qui se déplace plutôt bien, Monastir. Donc rien n'est joué, mais on a quand même une alerte compte tenu des matchs marathons que font les joueurs de Monastir. Je pense que là, ils sont en train vraiment de marquer le coup. Très bien. Deuxième match, Rivers, donc équipe nigérienne qui recevait l'équipe de Young African. Young African, c'est une équipe tanzanienne, un peu à l'image de Simba. Ils sont, la deuxième équipe tanzanienne, mais qui est arrivée justement, il le disait, Raïd, champion. Alors, qui ont gagné, voilà, Young African qui gagne 2-0. Tunisien, il me semble. Oui, exactement. J'ai même oublié son nom. Ça fait quand même 2 ans qu'il est là. Hein. Et qui avait éliminé le club africain. Je me demande comment il arrive à maintenir à ce poste-là, parce qu'au début, il avait des très mauvais résultats, mais bon. Alors, Young African qui gagne 2-0, Tarek. Ouais, Young African qui gagne 2-0, ça m'étonne pas. Ça reste à l'image aujourd'hui, on va dire, de la politique sportive des clubs tanzaniens. Donc, ils mettent le paquet. Ils ont ramené des joueurs, je pense notamment au Burkinabé Aziski, qui avait des offres en Europe et qui est venu à Young Africa. Je pense à Gaël Birigimana, qui est un international burundais, mais qui est d'origine anglaise, qui joue aussi en Angleterre, en Irlande, en Écosse, et qui est venu à Young Africa. Donc, financièrement, ils ont fait le boulot pour essayer d'attirer des joueurs, et on le voit aujourd'hui, c'est en train de payer. C'est en train de payer, donc Young African aujourd'hui qui gagne 2-0. On va pas dire que le match est plié, il y a un match retour encore chez eux à domicile, mais normalement c'est très bien parti. On va passer au match entre les Pyramides donc, et l'équipe de Galante, une équipe sud-africaine encore, et un but partout, Raïd. Un but partout et surtout la physionomie du match. Il faut savoir que Pyramide a marqué vraiment la dernière minute sur penalty. Sur une main en plus. Sur une main, oui. Les Pyramides, c'est un petit peu, je fais le parallèle, bon, bien entendu à toute proportion gardée, un petit peu à l'image du PSG, c'est une équipe en Afrique qui a beaucoup investi. Prépare un Saoudien, beaucoup d'argent. Le désavantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de supporters. Donc les Pyramides, c'est un club qui n'a pas de supporters. C'est un club qui est au Caire. Et au Caire, c'est Al Ahly ou le Zamalek. Et on l'a vu hier, il n'y a pas un supporter au stade. Quand on sait qu'en Afrique, les supporters, ça vous fait gagner des matchs. Aujourd'hui, les Pyramides, ils jouent dans un stade vide. Donc malheureusement, c'est plus un club où voilà, on vient prendre son argent. C'est qui égalise, c'est Ramadan Sopri, qui était la future grande star du football égyptien, qui était à Al Ahly, qui était parti en première ligue, qui est revenu. Il est parti aux Pyramides. L'argent, on va dire, l'a fortement attiré. Il y a des grands joueurs aux Pyramides. Hein. Il y a Walidé, le quartier, le Marocain. Il y a Yarouj, c'est sur le papier qui est très intéressante. Ouais, saoudien. Bah, c'est une équipe qui, concrètement, sur le papier, est grand favori, mais malheureusement, voilà, je pense qu'il manque l'amour du maillot, il n'y a pas de supporters. Un partout, ça reste comme un mauvais résultat pour les Pyramides. Je connais pas du tout cette équipe de sud-africaine. Alors, l'équipe sud-africaine est quand même très mal placée en championnat. Je crois qu'ils sont à peu près entre la 10e et la 15e place. Je suis surpris parce que c'est une équipe que je connais plutôt bien, parce que je connaissais leur ancien entraîneur, Sébastien Migné, qui est actuellement l'adjoint de Rigobert Song, en équipe nationale du Cameroun. Moi, je m'en souviens, quand on discutait, c'était à peu près durant la période Covid. C'était un club qui allait mal, quoi, autant sur le championnat que sur la structure, etc. Et donc, je suis très étonné de les voir à ce stade-là et de tenir en échec Pyramids. Après, pour rebondir sur Pyramids, c'est une équipe. Je ne veux pas te donner de comparatif avec un club qu'on a en France, mais c'est une équipe qui n'a pas d'histoire. Voilà, c'est une équipe qui a été créée un petit peu sous fond d'investissement. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des grands clubs en Égypte comme le Zamalek et comme Al Ahly pour citer qu'eux, hein, parce qu'on en a d'autres comme Ismaili, etc., qui ont une histoire, qui ont énormément de supporters. Donc aujourd'hui, Pyramide, il souffre un peu de ça. Il souffre déjà de ne pas avoir d'histoire, et il souffre aussi de ne pas avoir aussi énormément de supporters, parce que les supporters, ce sont des supporters historiques de Zamalek et de Al Ahly. Donc ça pèse aussi un petit peu sur les matchs et sur les résultats quelque part. On voit que l'argent aussi ne fait pas tout. Ne fait pas tout. On va passer au dernier match, et c'est pas des moindres, hein, c'est le derby entre l'USM Alger et les Phares de Rabat. Les premiers du classement marocain de la Botola qui se déplaçaient en Algérie dans une ambiance de folie, Raïd. Défaite 2-0 des Marocains face à une équipe du USMA qui a vraiment fait le travail. Oui, les Phares, c'est un petit peu à l'image de Monastir, c'est vraiment le même combat. C'est une équipe qui joue des matchs marathons, qui joue la Coupe arabe, qui joue pour le championnat, qui joue la Coupe de la CAF. C'est idem, hein, il marque le coup, on l'a vu que c'était un match qui était très très physique, et je pense que les joueurs de l'USMA l'ont compris, il fallait jouer physique. Les Phares, l'année dernière, ils avaient fait un très bon parcours déjà en championnat, comme Monastir. Malheureusement, ils sont en train de marquer le coup, et c'est dommage, parce que c'est une très très belle équipe.
et que bah là le retour quand même risque d'être compliqué parce que 2 buts d'écart ça va être compliqué. L'USMA n'a pas démérité, ils ont fait un gros match malgré tout. Ils ont fait un très gros match, hein. Ils pouvaient même marquer beaucoup plus de buts. Exactement. Ça s'est vraiment joué. Alors, mais puis après on refera des débats sûrement là-dessus. C'est cette coupe arabe qui quand même a fait qu'il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui jouent tous les 3 jours, qui se déplacent, ça va au Qatar, ça revient, on part en Afrique noire. Malheureusement, on n'a pas les effectifs en Afrique pour avoir 2 équipes et pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Tarek, donc il faut vraiment être sur tout. Mais comme il a dit, il y a beaucoup de compétitions. Mais ça va être encore plus compliqué avec la Super League. Une équipe comme l'Espérance, El Ahly et compagnie, comment ils vont faire Il faudra peut-être étoffer aujourd'hui les effectifs, tout simplement. Le problème, c'est que ça va fausser, parce qu'aujourd'hui, concrètement, les phares, normalement, on devrait les voir au moins minimum en demi-finale. Comme tu l'as dit, ils sont premiers de la Boutoula. Ça va fausser aussi les compétitions. Devant l'Uided, hein. Oui, devant l'Uided, le Raja. Cette coupe arabe qui a beaucoup plus d'argent à gagner que la coupe de la CAF, il y a peut-être aujourd'hui des priorités. Peut-être qu'aujourd'hui, les phares, mentalement, ils sont peut-être pas forcément très motivés à aller loin dans cette coupe, mais plutôt dans la coupe arabe. Donc c'est vrai que ça, c'est un sujet qui est très important à mes yeux, parce qu'aujourd'hui, on va peut-être voir en Coupe de la CAF aujourd'hui des idées, bon, sans manquer de respect à l'USMA, mais l'USMA aujourd'hui est 6e du championnat algérien. Effectivement, il leur manque des matchs. Voilà, les phares aujourd'hui, ils sont devant le Wydad quand même. On va avoir une baisse de niveau, en fait, ce que tu dis, on va avoir une baisse de niveau des compétitions et qu'il y aura des priorités pour certains clubs, quoi. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que je trouve que trop de compétitions tue la compétition, quoi. Ça se fait aussi en Europe, hein, je te dirais. Hein. Ça se fait également en Europe. Quand on regarde aujourd'hui la nouvelle Coupe d'Europe qui a la Conference League, on entend parler également d'une Super League. Je suis d'accord avec toi, mais après, attention, en Europe, c'est bien répertorié, c'est bien travaillé. C'est-à-dire que tu as, je dis n'importe quoi, le 7e, 8e du classement, ils vont en Conference League. Tu as le 5e, 4e qui part en UEFA, l'Europa League maintenant, et les champions, 1er, 2e, voire 3e de chaque championnat vont en Ligue des Champions. C'est très rangé. Après, il n'y a pas de compétition extérieure. On a Florentino Pérez, il avait parlé, là je bifurque un peu, sur le football européen. Le Florentino Pérez, il a proposé une Super League. Bon, malheureusement, c'est pas passé. Voilà, c'est tout ce qui joue. Après, quand il y a les compétitions internationales, ils s'arrêtent. Nous, en Afrique, le souci, c'est que des fois, même quand il y a les compétitions internationales, il y a certains championnats qui jouent pas. Tu comprends pas. C'est vrai qu'en termes d'organisation en Afrique, ça reste. Tu prends le championnat algérien, par exemple. Des fois, moi, je l'ai observé pendant un mois, il y a pas de match, sans raison. Ouais. Sans raison. C'est sûr que en termes d'organisation, c'est beaucoup plus difficile. Oui, et puis pour revenir sur les phares, alors compte tenu des difficultés des relations entre l'Algérie et le Maroc, je ne sais même pas si les phares ont dû passer par un autre pays, peut-être la Tunisie, avant d'arriver à Alger. Je pense. Ça fait beaucoup trop de déplacements pour cette équipe-là. Aujourd'hui, on voit que le Wydad revient en Boutoula. À mon avis, les phares, ça va être très très compliqué qu'ils puissent finir sur une bonne note cette saison. C'est vraiment dommage. C'est un peu à l'image de Monastir, hein, qui aujourd'hui, s'il se fait éliminer, pourra se concentrer que sur le championnat. C'est vraiment le même combat, hein, comme je l'ai dit. Hein. Complètement. C'est des équipes qui risquent de s'écrouler dans les semaines à venir parce que physiquement, les joueurs ne peuvent pas tenir. Ils n'ont pas les effectifs pour, en fait. Alors, c'est vraiment dommage. On revient à Monastir parce que Monastir a éliminé Berkane, qui était le tenant du titre. Il se retrouve aujourd'hui dans une situation un peu délicate après un match nul à domicile. Ce serait un échec, Raïd, si l'US Monastir se fait éliminer à ce stade de la compétition et qu'ils ne prennent pas le championnat de Tunisie? Comme on dit, à force de vouloir être partout, on n'est nulle part. Et je pense que là, Monastir, à mon avis, ça va piquer, quoi. L'objectif de Monastir, c'est quand même de revivre cette Champions League, même si c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à passer le palier, mais au moins les qualifications. Cette saison, ça risque d'être compliqué dans le championnat avec tous ces matchs-là. On voit qu'ils sont là, je crois qu'ils sont 4e. Il y a l'Étoile qui tient la première place. Il y a que 2 places pour aller en Champions League. Donc déjà, ils risquent de perdre cet objectif-là. Là, ce déplacement à Abidjan va être très compliqué. Ils ont la Coupe arabe en parallèle. Ouais, beaucoup de compétitions et à la fin, c'est vraiment difficile. Pour les présidents, il faut faire des choix. On va passer à l'affaire. Donc là, on a fermé le petit bouquet compétition africaine. On va passer à l'affaire Sadio Mané, joueur sénégalais qui est parti. Je ne vais pas vous l'apprendre, au Bayern Munich. Tarek, ça se passe pas très bien pour Sadio Mané. Hein. Ouais, je sais pas. Sur le terrain et en dehors. J'ai l'impression que, en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, en fait, cette petite embrouille avec
avec le roi Sané. Il y avait le roi Sané, il y avait aussi Nagelsmann. Hein. Il y a deux embrouilles aujourd'hui qui ont fait qu'il y a eu un départ de l'entraîneur, Nagelsmann. Mais Nagelsmann, justement, j'en ai pas entendu parler. Je savais même pas que. J'ai entendu dire, oui, effectivement, que Mané s'était plaint auprès de la direction, qu'il n'avait pas le niveau, etc. Donc déjà, pourquoi Mané vient se plaindre alors qu'il est nouveau dans cette institution qu'est le Bayern Munich? Mais de deux, concernant la petite embrouille avec le roi Sané, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que moi, de ce que j'ai entendu, c'est qu'ils sont pas contents du rendement de Sadio Mané, en fait, dès le départ. Et comme c'est un club très exigeant, hein, le Bayern Munich, et qu'ils ont investi énormément sur ce joueur-là. Joueur le mieux payé de la Bundesliga. Voilà, exactement. Donc ils sont un peu sur leur faim, et j'ai l'impression qu'ils veulent s'en débarrasser. Et ça m'étonnerait pas que Sadio Mané il parte dès cet été vers un autre club qui sera preneur. Hein. Alors Sadio Mané, il est arrivé blessé au Bayern. Il a fait un bon début de saison, et puis après il s'est blessé malheureusement juste avant la Coupe du Monde. À mon avis, ça lui a fait très mal. Je pense que le feeling, il est tout simplement pas passé entre Mané et la direction. Hein. Il n'y a pas d'autre d'explication. Alors comment peut-il ne pas passer alors que c'est eux qui le demandent? C'est ça la question. Si tu veux, Sadio Mané, il faut reprendre le contexte. Lui, il est à Liverpool, il casse tout avec son confrère et coéquipier Mohamed Salah. Le problème, c'est qu'il demande une revalorisation. À hauteur de celle de Mohamed Salah. Déjà, Mohamed Salah a dû faire des pieds et des mains pour avoir une revalorisation. Il leur a dit, les gars, moi, si vous me payez pas tant, je pars, parce que c'est bien de payer des Brésiliens telle somme et des Anglais telle somme, mais moi, ce que j'ai fait cette saison, il faut me payer en conséquence. Et donc Mané, tout normalement du monde, a demandé à faire ça. Le souci, il n'a pas trouvé bonheur à Liverpool. Liverpool l'a pas respecté, donc il est parti au Bayern Munich, qui justement lui a proposé un pont d'or, si je puis dire. Mais le problème, c'est que dans la physionomie du jeu du Bayern, et peut-être même dans le caractère, après voilà, il vient d'arriver, il est arrivé un peu blessé, peut-être qu'il y a un temps d'adaptation, peut-être dans 2 ans, on n'en reparlera plus. Mais je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, peut-être que l'attitude de Sadio Mané les agace un peu. Alors peut-être que le temps d'adaptation, c'est une chose, mais comme l'a souligné Raïd, il a bien commencé Sadio Mané. Et puis ça s'est dégradé au fur et à mesure. Il y a une Coupe du Monde ratée aussi qui a joué peut-être mentalement. Comme le disait Tarek, il y a aussi un contexte, il ne faut pas l'oublier. Bayern, il perd Lewandowski. Des numéros 9 en Europe, il n'y en a pas énormément. Sadio Mané, ce n'est pas forcément un attaquant de pointe, mais c'était le seul de très haut niveau qui était disponible, qui voulait partir de Liverpool. Ils ont pris Sadio Mané. Maintenant, pour être honnête, je pense que d'ici cet été, on ne verra plus Sadio Mané au Bayern. Même Tuchel ne lui fait pas confiance. Tuchel, déjà, il est arrivé, il a déjà 3 défaites. Ça va pas trop du côté du Bayern. Et tu vois, excuse-moi de te couper, Raïd, mais c'est là où c'est impressionnant. C'est qu'un gars comme Tuchel, quand même, qui est un entraîneur très professionnel, ne fait pas confiance en Sadio Mané. C'est là où tu comprends, il y a un réel problème. C'est pas ce qu'il se dit dans les médias. Hein. Dans les médias, il dit exactement qu'il fait confiance à Sadio Mané, mais aujourd'hui, malheureusement, bon, c'est peut-être aussi une façon de faire comprendre aux joueurs que je suis derrière toi, mais sans l'être. Voilà, sans l'être peut-être. Mais en tout cas, moi, je le connais pas personnellement, mais Thomas Tuchel, on le connaît à travers les médias. C'est quand même quelqu'un de très professionnel. Quand il a un joueur de qualité sur qui il peut compter, il le met et il n'a pas de problème avec ça. Maintenant, voilà, aujourd'hui, la tendance dit que Sadio Mané il est plus proche de la sortie que de rester au Bayern. Mais maintenant, vu l'investissement qu'ils ont fait, ils vont pas le lâcher comme ça. Après, voilà, moi, je pense aussi que ça a été très mal géré du côté du Bayern. On donne une amende à Mané. Et du côté de Leroy Sané, il ne s'est rien passé. Enfin, Leroy Sané, c'est un international allemand. Voilà, exactement. Également... Il y a 2 poids, 2 mesures, effectivement. Et ça, c'est très important ce que tu dis. C'est dommage. Si à un moment donné, une altercation entre 2 joueurs, on ne va pas sanctionner juste une partie, on sanctionne les 2. Rappelons que c'est Sadio Mané qui a tapé son coéquipier. Oui, mais il y a eu une insulte avant. C'est ce qui se dit. Il y a une provocation. Après, moi, je suis d'accord avec Raïd. Normalement, le club, l'institution comme le Bayern, doit sanctionner les 2. Peut-être pas avec les mêmes proportions, mais ils doivent sanctionner les 2. Et quel message tu envoies quand tu sanctionnes qu'un joueur? C'est que voilà, nous, on a un parti pris. Voilà, nous, voilà, Leroy Sané, c'est le joueur qu'on veut garder. Et donc ça va en gros, tu peux aller chercher, tu peux aller voir ailleurs, en gros. Et je pense que là, il y a une cassure qui est définitive entre Mané et les. Complètement. Donc ça va jouer sur le moral de Mané. Il dit mais écoutez, moi une petite embrouille de vestiaire. Exactement. Et on n'est déjà pas derrière moi. Donc comment il va se sentir le gars? Bon, il a marqué au dernier match, défaite 3-1 du Bayern Munich. Il a marqué, mais s'il devait partir, vous le voyez où? Honnêtement, aujourd'hui,
sûrement peut-être le revoir du côté de Liverpool, compte tenu des difficultés de ce club cette Un saison. retour à Liverpool. Je suis d'accord, vraiment aujourd'hui, à part à On le Liverpool, voit. on le voit où et qui peut payer un de son salaire. profil, surtout. Voilà, un retour en Angleterre. Après, en Angleterre, il peut pas revenir à Manchester United parce que c'est les ennemis de Liverpool. Mais des clubs, je vais pas dire City, mais des clubs comme Tottenham, etc. Peuvent le recruter sans problème. Maintenant, il faut mettre ou Chelsea. Voilà. Moi, je pense que Mané, c'est une question d'argent. Si tu mets ce qu'il veut. Après, attention, il n'est pas tout jeune non plus, Mané, aujourd'hui, Voilà. il a la trentaine. C'est pour ça que je dis que c'est une question d'argent. Je pense que si tu mets ce qu'il veut sur la table, n'importe quel club peut l'avoir. Pourquoi pas le Paris Saint-Germain? On ne sait pas. Ouais, après, avec Mbappé, Ils peuvent en profiter pour remplacer Neymar, peut-être, ou Messi, qui est en partance. Mais après, la difficulté, justement, c'est le salaire le plus cher d'Allemagne. Ils l'ont un payé des, cher. un des plus chers du monde Donc aussi. ça va être compliqué 24 millions d'euros. Ça va être compliqué énorme. de le vendre. C'est énorme. 24 énorme. millions, Comparé à ce qu'il avait à Liverpool, c'est énorme. Et Et c'est pour ça qu'il a fait le choix de quitter Liverpool, hein, parce que tu peux pas quitter un grand club comme Liverpool, qui a une histoire, et chez qui Il ça rejoint tourne également bien. un grand club. Non, mais Le je Bayern pense- Munich, je ça pense reste un je grand pense club. aussi bien sûr. que Mané est un petit peu sous l'ombre de Mohamed Salah, et peut-être qu'il avait du mal un petit peu à l'accepter. C'est des Klopp, histoires il le disait d'ego ouvertement après. que Salah c'était le Bien boss sûr. de Liverpool. Je pense que Mané estimait que voilà, il en faisait autant que Salah et qu'on l'avait pas forcément respecté à sa juste valeur toutes ces années-là. Donc il a préféré aller au Bayern de Munich. Et c'est vrai que pour moi, pour ma part, c'est un choix quand même très surprenant d'aller le voir en Allemagne. Malheureusement, voilà, c'est sûrement un pari qui a échoué. Et puis au-delà de Mané, de toute manière, c'est le Bayern tout court qui est aujourd'hui en difficulté. Ça ne va pas en championnat, éliminé de la Ligue des Champions encore pour la 3e ou 4e fois consécutive au même stade de la compétition. Donc à mon avis, il y aura un grand chamboulement cet été pour le Bayern, pas que pour Sadio Mané. Et en plus, ils sont dans une phase, depuis le départ de Lewandowski, qui est pas très bonne. Hein. Nagelsmann, qu'on avait vendu comme le jeune entraîneur qui va révolutionner le football, etc. Après quelques résultats un peu fastidieux, il a été mis à la porte. Et peut-être qu'aussi le Bayern, on veut carrément Sadio Mané, parce que c'est aussi l'un des facteurs du départ de Nagelsmann, c'est Sadio Mané. Peut-être qu'aujourd'hui le Bayern se dit, mais attendez, on a fait ce que vous avez demandé, vous vouliez plus le Nagelsmann, aujourd'hui il est parti. Bon, en tout cas, il y a le feu à la maison. Voilà, il y a le feu à la maison et on espère vraiment que Mané va pouvoir rebondir. Je pense également, je ne sais pas si ce que vous en pensez, Tariq Eraïd, c'est aussi cette question de ne pas avoir fait la Coupe du Monde qui a un peu bloqué mentalement le joueur. Forcément, il y a un impact. Je pense qu'aujourd'hui, pour Sadio Mané, compte tenu des espoirs sénégalais qui sont en train de tout casser dans les sections jeunes, je suis pas sûr qu'on revoie Sadio Mané dans une Coupe du Monde dans 4 ans. Il aura 33 ans, 34, peut-être qu'il sera là. C'était sûrement sa dernière où il était au niveau. Forcément, en termes de mentalement, bon, il sera là à la dernière et puis il clôturera sa carrière sur ça. Exactement. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de la première émission de Street Foot sur la chaîne RTV. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle qu'il est possible de nous suivre sur la box Bouygues à la chaîne 306 et sur la Freebox sur la chaîne 905. Merci et à bientôt. Merci à vous. Merci. Ciao.